langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Alors, Guy Bertrand, quel portrait peut-on faire de la langue française actuellement, d'une province à l'autre ou dans tout le pays? Dans tout le pays, bien, écoutez, je n'ai pas de statistiques quant à à la condition du français province par province. Ça, je n'ai pas ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à Radio-Canada, je fais des émissions dans à peu près toutes les provinces du pays. Et je peux constater une chose, c'est que le français se porte bien parce que les gens tiennent à leur langue à l'extérieur du Québec. C'est incroyable de voir ça. On n'a pas besoin on sait très bien que en Acadie, par exemple, le français est extrêmement vivant parce qu'il y a des auteurs, il y a des compositeurs, il y a beaucoup d'art là-bas. Dans les provinces de l'Ouest, c'est une autre réalité. La province du Manitoba, par exemple, une très grande population francophone très active, très fière de sa langue, qui aussi organise des activités qui sont culturelles. Et c'est ça qui fait que les langues sont bien importantes dans ces régions-là. Le nord de l'Ontario également, c'est une région où il y a beaucoup de francophones qui ont un français typique à eux et ils y tiennent. Ils ne sont pas québécois. Ils sont francophones canadiens, mais ils ne sont pas québécois. Et ils ont leur distinction linguistique très intéressante. Et la dernière province à l'ouest, la Colombie-Britannique, c'est spécial. La plupart des gens francophones qui vivent là sont des Français originaires de France et des Québécois qui sont passés à l'ouest. Bon. Alors, c'est le genre de population francophone qu'on a. Donc, ce n'est pas une population vieille. Ce ne sont pas des Franco-Colombiens de vieille souche. Il y en a très peu. Moi, mon grand-père vient de la Colombie-Britannique, donc en 1907 à peu près, là, quand il est né, il y avait une communauté francophone qui n'était pas très grande, mais qui était là et quand même vivante. Mais ce qu'on a aujourd'hui, ce sont des nouveaux arrivants francophones. Saskatchewan, c'est très différent aussi. Les Francescois se battent beaucoup pour conserver leur langue. C'est peut-être un peu plus difficile pour eux, mais ils ont une immigration africaine. Alors, on va à l'école. Je suis allé dans une école à Regina où il y avait beaucoup de petits Africains francophones. Ça change complètement le tableau linguistique de la place. C'est vraiment intéressant. Alors, toutes les provinces, et le Québec évidemment, s'occupent de la langue française. Donc, on n'a pas à craindre, je pense, pour l'avenir de ce qu'on appelait la survivance française dans les années 50 et 60. Donc, ça va bien quand même de ce point de vue-là. Il y a toujours des risques aussi parce qu'il y a une assimilation. Les jeunes sont très intéressés par la culture anglaise, anglophone, anglo-saxonne. Alors, c'est sûr qu'il y a ce risque-là, mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps avant que le français disparaisse à l'extérieur de nos frontières, ça c'est sûr. Pierre Bourgault a déjà dit qu'on parle mieux le français maintenant qu'il y a 20 ans ou 40 ans. Cependant, depuis une quinzaine d'années, il y a l'arrivée de cette langue, de ces mots, des nouvelles technologies. Est-ce qu'il faut craindre une anglicisation? Ah non, pas du tout, pas du tout. Moi, ce que je dis, d'abord, je suis d'accord avec Bourgault. Nous parlons mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ça, c'est clair. Je veux faire une petite distinction importante parce que la langue évolue. Ça, c'est sûr qu'on ne parle pas de toute façon la même langue, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, en Suisse ou ici. On ne parle pas la même langue qu'on parlait il y a 50 et 60 et 100 ans. Bon. C'est la même chose pour toutes les autres langues, soit dit en passant. Les langues évoluent, ce qui est normal. Ce qui est intéressant chez nous, c'est que les gens sont plus éduqués qu'ils l'étaient il y a une cinquantaine, soixantaine d'années parce qu'on a l'éducation gratuite. Il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées qui font que les gens sont plus instruits. Les gens lisent davantage. On a la télévision, je parlais de Radio-Canada. Radio-Canada fait un travail immense d'éducation populaire sur la langue française parce qu'on a toujours, je ne parle pas nécessairement d'émissions linguistiques, mais on a toujours eu des gens qui s'exprimaient bien en ondes, qui donnaient l'exemple. Et c'est l'exemple qui a fait qu'aujourd'hui, on parle mieux. Il y a l'Office québécois de la langue française qui a fait énormément pour franciser des domaines. Je vous donne un exemple très simple, le domaine de la mécanique automobile. Quand j'étais petit, j'ai presque 61 ans, là, quand j'étais petit, quelqu'un qui disait un volant, les freins, l'embrayage, passez-moi l'expression, mais ça faisait moumoune. Là. Alors qu'aujourd'hui, on va dans un garage et les garagistes nous parlent avec ces termes-là maintenant. Il y a une amélioration et les gens ont plus de vocabulaire. Vous parlez des nouvelles technologies.
Maintenant, on a la langue d'Internet, la langue des ordinateurs. Les gens savent ce que c'est un logiciel, savent ce que c'est du matériel. Il y a des termes qu'on ignorait il y a un certain nombre d'années. Maintenant, on les ajoute à notre langue. Donc, on s'est enrichi. Donc, tout le monde parle mieux et parle avec beaucoup plus de vocabulaire qu'autrefois. C'est une amélioration. Là où il y a peut-être une petite baisse, c'est dans la langue écrite. La langue écrite, on a des gens qui ont maintenant des textos, ils font du texto, ils vont écrire des messages dans Internet, ils envoient des courriels et souvent, ils se listent des abréviations, des choses qui sont peut-être un peu douteuses, des anglicistes et tout ça, mais même là, ça ne m'inquiète pas parce que pendant un certain nombre d'années, les gens n'écrivaient plus. Depuis une trentaine d'années, les gens avaient cessé d'écrire ou presque. Et maintenant, on s'y remet. Un petit peu n'importe comment, mais ça va se tasser. Moi, j'ai confiance. Dans 15, peut-être 25 ans maximum, les gens vont savoir mieux écrire parce qu'ils vont avoir eu l'expérience de le faire plus. Mais on apprenait quand même récemment que même des futurs formateurs, des futurs profs de français peinent à passer les examens de français à la fin même de leur cours. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve dans cette situation-là? Ça, c'est une question à 64 000 $ pour les gens qui sont assez vieux pour se souvenir de cette émission-là. C'est vraiment difficile de mettre le doigt sur le problème et où a commencé le problème, mais c'est directement relié à l'enseignement du français. D'une part, l'enseignement à la maison. On ne va pas blâmer les professeurs tout de suite, là. À la maison. Quand les parents ne donnent pas l'exemple, c'est difficile pour les enfants. Et même quand les parents donnent l'exemple, si les enfants fréquentent d'autres enfants qui viennent de familles où on ne parle pas bien, là encore, il y a une autre influence qu'il faut contrer. Et en plus de ça, dans les écoles maintenant, on a des attitudes beaucoup plus laxistes face à la langue. Ça ne s'enseigne plus comme avant parce qu'on ne veut pas traumatiser les enfants, on ne veut pas les ennuyer avec des règles de grammaire. Donc, on a essayé de rendre ça plus facile. Et les langues, ça s'apprend, ça prend un effort pour apprendre une langue, quelle qu'elle soit. Ça prend une concentration, il faut faire des efforts, ça ne vient pas naturellement. Alors, si on veut trop ménager les enfants en leur rendant la tâche trop facile, il y a des lacunes. En plus, on n'encourage pas suffisamment certaines activités langagières comme on le faisait à mon époque dans les années 60 quand j'étais au primaire, où on avait le français par les textes, par exemple, où on nous donnait un texte de Colette. J'ai appris des noms d'écrivains, Lamartine, des noms comme ça, je n'aurais jamais su qui c'était ces gens-là. On n'avait pas des cours de littérature, mais on avait dans le cours de français une période qui s'appelait le français par les textes. On nous donnait un texte et on le décortiquait. On en parlait. Je me rappelle dans un texte de Colette, j'avais appris le mot « fumet ». Qu'est-ce que c'était le fumet? Alors, on nous donnait ces mots-là. On apprenait du vocabulaire, on apprenait un style élégant, on apprenait des réalités européennes aussi, parce que c'était des textes qui venaient d'Europe pour la plupart. Donc, on avait cette espèce de culture-là qu'on nous injectait, un petit peu de force, là. Ça demandait du travail, ça demandait des sacrifices. C'était pas toujours drôle. On n'aimait pas ça toujours quand on le faisait, mais il nous en reste quelque chose. Et c'est ça, je pense, le gros problème dans le système d'éducation actuel, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'efforts, on ne demande pas suffisamment d'efforts à l'élève pour apprendre par cœur. On s'est moqué du par cœur pendant des années, on a répudié carrément, on ne voulait plus faire de par cœur. On se souvient tous du français, de la langue de Claude-Henri Grignon dans Les Belles histoires des pays d'en haut. 50, 60, 70 ans plus tard, est-ce que le français a évolué? Est-ce qu'on s'est distancé de cette espèce de langue du terroir? Oui, heureusement, parce que c'était réducteur. Pas parce que c'est mauvais de faire du théâtre ou de faire de la littérature qui évoque une époque importante pour nous, mais c'est qu'il existe un Canada français moderne. Il n'y a pas juste la période de Séraphin et puis de toutes les autres pièces et romans qu'on a écrits, qui sont merveilleux d'ailleurs. Mais il faut penser aussi à la langue moderne. Et dans la langue du théâtre, puisque vous en parlez, Séraphin, c'était une langue vraiment vernaculaire. C'était vraiment la langue du terroir. Et c'est bien, parce que ça marque une époque.
Et les personnages qui, eux, étaient éduqués, le notaire, bon, tout ça, c'était des gens qui parlaient un français qui ressemblait au français de France, un peu plus. Et ça, c'est important, historiquement, de regarder ces œuvres-là, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, les gens qui sont moins instruits vont s'exprimer différemment des gens qui sont très instruits, mais la différence est beaucoup, beaucoup moins grande aujourd'hui qu'à l'époque. Et en plus de ça, le théâtre qu'on nous présente maintenant, on essaie de nous présenter du théâtre actuel, des réalités d'aujourd'hui. Il y a eu, dans les années 50-60, Marcel Dubé qui a écrit des choses merveilleuses, magnifiques, dans un français qui n'était pas un français de France, mais qui n'était pas non plus le français de Tremblay. C'est différent. L'époque était différente et le milieu qui était décrit était différent. C'était des milieux ouvriers dans les deux cas, dans une partie de l'œuvre de Dubé au départ. C'était ça, mais Dubé, c'est un monsieur qui s'exprime très bien et qui a un souci de la correction et qui veut que son texte soit bien léché. En même temps, il était capable de parvenir, en ayant un français comme ça, de décrire une réalité qui était typiquement de chez nous. Tremblay a fait autre chose, lui est allé beaucoup plus loin là-dedans et il a montré une réalité qu'on ne voulait pas voir, c'est-à-dire la misère de la classe ouvrière. Il n'y a personne qui en parlait. Dubé a amorcé ça. Mais Tremblay est allé beaucoup plus loin et on lui a reproché longtemps. Moi, j'ai défendu Tremblay, je ne sais pas combien de fois en nombre, parce que des gens disaient que c'était un Français qui était relâché, tout ça. Non, pas. On décrit une réalité et il le fait efficacement avec la langue qu'il utilise, qui n'est pas tout à fait la même langue que ces gens-là utilisent, les gens qui le décrivent.